Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de la cellule ACSS où on va vous présenter de nouveaux services, de nouvelles actions qu'on a commencé à mettre en place, qu'on va mettre en place au cours de cette année 2020, donc des actions qu'on appelle actions préventives. Et donc, je me présente, excusez-moi, Emmanuel Soyer, je suis le responsable de la cellule ACSS et c'est aussi Lionel Prat qui a rejoint la cellule en début d'année 2020 qui va intervenir pour présenter les services, ces services liés à un appui à la prévention des opérationnels de la sécurité des structures qui interviennent pour la sécurité des systèmes d'information des structures de santé. En guise d'introduction, je rappellerai voilà, les différents services que l'on propose à la cellule. Donc là, bien sûr, la première activité correspond à la réponse à incident, la gestion des signalements d'incidents en heure ouvrée 9h-18h. On apporte un appui dans la résolution de l'incident pour les structures qui le souhaitent. Et depuis 2020, on a renforcé l'appui en matière d'investigation, de recherche d'indicateurs de compromission et dans les recommandations que l'on fait dans la mise en place de mesures correctives adaptées. Bien sûr, le portail Cyberveille propose quotidiennement des bulletins de sécurité sur des vulnérabilités. On publie aussi régulièrement des menaces sur des menaces de cybersécurité qui affectent particulièrement le secteur santé. On propose un espace d'échange pour les structures de santé permettant d'échanger de façon confidentielle sur des retours d'expérience. On y met d'ailleurs des retours d'expérience. On y met depuis le début de l'année à disposition des indicateurs ou des marqueurs de compromission, des marqueurs techniques. Ensuite, eh bien, en sus de ces services que l'on a mis en place depuis le lancement de la cellule fin 2017, eh bien, on propose aussi, on va proposer des actions de prévention. Ces actions de prévention s'inscrivent aussi dans le cadre du développement de notre coopération avec l'ANSSI à différents niveaux, en particulier dans l'appui à la réponse à incident, mais aussi dans l'appui sur la veille, en veille, sur les menaces de cybersécurité. Et donc, cette coopération avec l'ANSSI, elle vient aussi pour nous s'inscrire dans notre préparation à intégrer en fin d'année, d'ici la fin de l'année, l'InterCert-FR. Donc, dans notre dynamique de nous préparer voilà, à intégrer cette communauté d'acteurs spécialisés dans la réponse à incidents et dans la veille sur les menaces de cybersécurité. Alors, elle nous permettra de bénéficier de retours d'expérience et de la coopération de ces centres de réponse à incidents, en vue, bien sûr, d'améliorer nos services à votre profit, au profit des structures de santé, mais aussi pour nous d'améliorer la qualité de nos processus et développer, bien entendu, la confiance des acteurs de vous-même qui bénéficiez de ces services. Alors, les actions de prévention, c'est sur une dimension opérationnelle et technique que nous voulons développer ces actions. On va vous présenter aujourd'hui deux services que l'on va mettre en place. Un service d'alerte ciblée sur des systèmes vulnérables ou potentiellement compromis, des systèmes qui concernent uniquement les structures de santé. Et puis, on va vous présenter, Lionel va vous présenter un outil en ligne que l'on va mettre en ligne et que l'on va offrir aux structures de santé qui va permettre de tester les contrôles qui sont effectués sur les serveurs de messagerie, sur les services de messagerie, sur les messages potentiellement malveillants. Je donne la main donc maintenant à Lionel pour la suite de la présentation de ce jour.
Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Lionel Pratt, donc je travaille depuis janvier à la cellule Axe. Donc avant je travaillais à la science maladie et en amont j'étais plutôt dans la fonction publique, que ce soit au ministère de la Défense ou au CNRS ou dans d'autres ministères. Donc là on a voulu en préambule vous présenter la base de connaissances du MITRE-ATT&CK, donc qui se présente sous une forme de matrice, donc peut-être que certaines personnes la connaissent déjà. Donc la première ligne du haut là qui est en noir, c'est les tactiques d'attaque d'un attaquant, donc les différentes phases qui se passent durant une attaque. Et dans les colonnes, en fait, chaque technique qui peut être utilisée dans ces différentes tactiques. Donc si vous allez voir après sur le site plus tard, vous verrez que sur chaque technique plutôt, vous pouvez identifier les malwares qui utilisent ces techniques ou même carrément les types d'attaquants qui utilisent ce type de technique en fait. Donc cette base de connaissances, du coup, elle est maintenue par le MITRE, donc qui s'occupe aussi de tout ce qui est CVE, CVSS, les scores CVSS pour les CVE, et pas mal d'autres choses qui sont faits, car ils ont fait beaucoup de travaux sur la normalisation de manière générale au niveau de la sécurité informatique. Donc cette matrice du MITRE-ATT&CK, vous pouvez aussi la retrouver dans pas mal d'outils. Il y a pas mal de SIEM maintenant qui la prennent en compte. Vous pouvez la retrouver dedans, des rapports sur les sandbox en ligne et pas mal d'autres outils. Donc nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, on vous présente cette matrice parce qu'en fait, on veut vous expliquer mieux qu'est-ce qu'on souhaite couvrir à travers les deux éléments les deux services qu'on va vous présenter. Donc nous, ce sera dans la partie accès initial. Et ça sera la partie exposition sur Internet et service distant, donc pour la première partie, pour le premier service. Et pour le deuxième service, on sera sur Spear Phishing Link et Spear Phishing Attachments. Donc pièce jointe sur un mail et lien dans un mail. Donc voilà, je ne sais pas si tu peux passer la slide, s'il te plaît, Emmanuel. Voilà, donc depuis février, donc on a commencé à alerter les structures sur des vulnérabilités au départ, maintenant éventuellement sur des services exposés à risque. Donc la première chose qu'on voulait présenter, c'était la rapidité qu'ont les attaquants à passer après avoir vu une vulnérabilité à l'exploiter directement sur Internet. Donc là, on a pris l'exemple de la dernière CVE sur Citrix en fait. Donc là, ça avait été annoncé fin décembre. Donc on voit qu'à partir de début janvier, là, il y a déjà des attaquants qui commençaient à scanner Internet pour identifier là où il y avait des systèmes qui avaient cette vulnérabilité. Le 10, on voit qu'il y a quelqu'un qui sort un exploit public, et le lendemain, du coup, FireEye observe déjà des compromissions sur les systèmes en fait. Donc là, le but c'était surtout de montrer que en fait, si on attend de voir qu'il y a un exploit qui sort, déjà c'est déjà trop tard parce que le lendemain déjà, votre système il peut déjà être compromis en fait. Donc l'important c'est vraiment d'essayer de patcher le plus rapidement possible, surtout quand c'est un service qui est exposé sur Internet. Si on ne peut pas forcément patcher directement parce qu'il y a des problématiques métiers derrière, voilà, il faut essayer de trouver une atténuation parce que c'est vrai qu'une fois que l'exploit est sorti, c'est un peu, ça devient compliqué. Aujourd'hui, les attaquants sont très rapides et donc voilà, faire attention à ce niveau-là. Je te laisse passer la slide, peut-être Emmanuel, s'il te plaît. Donc après, le deuxième point, c'était tous les accès à distance. Donc nous, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis le début de l'année, là, on a vu pas mal d'attaques par brute force sur ce type de service, avec des comptes qui étaient souvent pas connus ou oubliés, on va dire, ou de services ou de prestataires en fait. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a réussi à récupérer une liste de RDP vendus sur le Darknet. On a identifié plusieurs structures de santé qui étaient compromises ou qui ont été compromises. Parce qu'il y avait certains accès qui avaient été compromis il y a longtemps, d'autres qui étaient encore d'actualité. Donc voilà, on a alerté les structures par rapport à ça, et donc on a constaté qu'il y avait quand même pas mal de structures qui avaient pu être compromis par ce type d'accès en fait. Donc le but c'est bien de penser à quand on veut vraiment mettre ce type de service sur Internet, il faut vraiment prendre des précautions. Donc là, il y en a une petite partie, mais c'est pas vraiment exhaustif. Mais voilà, filtrage IP, l'authentification double facteur, limiter les comptes qui ont accès, mettre en DMZ, ne pas mettre plusieurs services sur les RDP qui soient juste RDP, enfin, et pas un AD par exemple dessus.
Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à mettre. De toute façon, si vous recevez l'alerte, généralement on met la liste de toutes les préconisations. Voilà. Je te laisse passer. Merci. Donc, pour réaliser ce service, en fait, déjà, dans un premier temps, il faut qu'on connaisse les services qui sont vulnérables. Donc, pour ça, comme l'a dit Emmanuel en introduction, on commence à avoir des partenariats avec l'ANSSI, donc qui nous transmet parfois des listes avec avec des adresses IP souvent qui appartiennent aux structures de santé, qui sont vulnérables à des CVE. Après, on peut avoir des partenariats avec le Covid-19 CTI, qui est un groupe qui a été fondé durant la crise sanitaire et qui comprend beaucoup de personnes de la cybersécurité de manière internationale. Donc il y a des gens d'Amazon, des gens de Google, enfin pas mal de beau monde. Donc c'est eux par exemple qui nous ont donné la liste des RDP sur le Darknet. Et on a aussi obtenu d'autres listes avec des CE qui étaient sur des services comme Exim, HAProxy. Voilà. Après, il y a tout ce qui est Shodan, Binary Edge, Sensi, Onaf, et j'en passe, qui cartographie l'Internet et donc qui permet d'être interrogé en ligne pour essayer d'identifier des systèmes avec certains types de services en ligne. Et pour finir, du coup, on a le service cybersurveillance qu'on propose, qui scanne les structures qui le souhaitent. Et donc on garde ces informations-là, et si demain on s'aperçoit qu'il y a une vulnérabilité qui est présente, on peut prévenir aussi par ce biais en fait. Donc après pour faire le lien en fait entre ces vulnérabilités et les structures de santé, en fait on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une base pour essayer d'identifier à quelle structure appartenaient les IP. Du coup on a été obligé de créer une base de connaissances avec les adresses IP des structures de santé, les noms de domaine et les adresses de contact pour pouvoir vous contacter en cas de problème. Donc cette base, on l'a basée sur, on l'a créée à travers des informations qui sont en source ouverte. Donc on a utilisé Loose, on a pu utiliser le CertStream. Donc ça c'est quand on génère un certificat SSL-TLS. Aujourd'hui, c'est enregistré sur un registre, on va dire international que tout le monde peut interroger. Donc on peut obtenir des informations à travers ça. Après, il y a l'ANSSI aussi qui nous a transmis certaines de ces bases. On a utilisé la base OSIS du ministère de la Santé et on a pu utiliser aussi le site de la FHF et éventuellement d'autres sources. Ah, je te laisse passer, s'il te plaît. Voilà, donc ce service, on l'expérimente depuis le début de l'année et c'est vraiment une expérimentation dans le sens où voilà, ça demandera ensuite à être confirmé et à développer en fonction des retours que nous aurons sur la satisfaction des acteurs de santé vis-à-vis de ce service. Et bien sûr, ce service il a été mis en œuvre avec l'aval du ministère et avec le FSSI, qui bien sûr reste le pilote stratégique des activités de la cellule ACSS. Du coup, aujourd'hui, en fait, on a alerté environ 300 structures pour des vulnérabilités, du coup, des services exposés à risque depuis le début 2020. Aujourd'hui, c'est pas automatique, donc du coup, il y a une certaine latence entre le fait qu'il y ait une faille qui sorte, qu'on obtienne des informations des systèmes vulnérables, qu'on fasse le lien avec les IP et qu'on transmette les alertes. Et quand forcément quand on a les bons contacts, des fois on est obligé de les chercher, donc ça prend encore plus de temps. Il y a aussi une autre problématique, c'est qu'on n'a pas forcément l'adresse IP de toutes les structures. Donc des fois on passe à côté. Et après du coup on constate qu'on les avait parce qu'ils ont eu un ransomware et que du coup on découvre leurs IP après. Donc voilà, donc il y a cette problématique là aussi. Donc ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas forcément attendre d'avoir une alerte de la cellule Axe pour se dire qu'il faut patcher. Il faut quand même avoir une politique de mise à jour importante et surveiller les alertes de sécurité, soit par le portail de Cyberveille ou soit par un autre moyen. Après, il y a une autre problématique, c'est qu'aujourd'hui on envoie du coup les mails en disant que vous êtes potentiellement vulnérable, parce qu'en réalité on n'est jamais sûr à 100% que vous êtes vulnérable, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, il peut y avoir une erreur sur l'IP, car on utilise le WHOIS et des fois les registres sont pas à jour, donc on peut se tromper, même si c'est assez rare, c'est déjà arrivé. Il peut y avoir aussi des problèmes sur l'identification de la version de la CE.
Donc si je prends un exemple par exemple Apache, parfois on pourra avoir la version, donc on saura que c'est bien la version vulnérable, et des fois on ne l'aura pas, et du coup on va préférer envoyer quand même l'alerte au cas où vous ayez la version, et après c'est à vous de voir si c'est bien la bonne version, ou sinon votre version est pas vulnérable en fait. Et après il y a l'autre possibilité, c'est aussi que vous ayez une version vulnérable mais que vous ayez mis des moyens d'atténuation qui font qu'en fait vous n'êtes pas vulnérable, et du coup on vous envoie quand même l'alerte parce qu'on ne peut pas voir forcément que vous avez mis ces moyens d'atténuation. Pour recevoir, aujourd'hui on envoie ces alertes en clair parce que la majorité des structures n'ont pas forcément de clé GPG. Si vous souhaitez qu'on vous les envoie en chiffré, vous pouvez créer une clé GPG et les publier sur internet. On essaiera de faire attention et de regarder si vous en avez une avant que vous l'envoyez pour communiquer de manière chiffrée. Aujourd'hui, on réfléchit aussi à mettre un portail pour indiquer les adresses IP, les contacts et les domaines qu'on a par rapport à vos structures, et que vous puissiez éventuellement les mettre à jour automatiquement par internet. Donc ça, c'est en réflexion. Mais en attendant, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, pour vérifier qu'on a bien, si vous souhaitez vous donner vos adresses IP, en fait, vous envoyez par mail du coup sur cyberveillesanté.gouv.fr pour qu'on vérifie si on a bien vos adresses IP dans nos bases, et donc pour pouvoir vous envoyer des alertes le cas échéant. Donc ça c'est le screenshot d'un mail typique qu'on envoie quand il y a une vulnérabilité. Donc c'est un mail qui provient de cyberv@santegouv.fr. Bientôt ça sera en santegouv.fr parce qu'on va changer de sous-domaine. Donc le message il est composé en premier temps de la vulnérabilité qui vous impacte potentiellement du coup, l'adresse IP. Parfois on va mettre l'host, parfois on va mettre même le nom de la structure si c'est un groupe, les versions du produit qui est impacté, des références pour avoir plus d'informations, si possible les moyens d'atténuation et de détection, et potentiellement aussi des marqueurs à rechercher pour vérifier que vous n'êtes pas compromis. Donc j'attire votre attention sur cette partie-là parce qu'en fait, ce qu'on a pu remarquer aussi parfois, c'est que certaines personnes pensent que quand on patch, on patch aussi la compromission, mais si vous avez été compromis avant le patch, enfin, d'ailleurs si vous avez été compromis tout court, du coup avant le patch, votre système reste compromis même si vous patchez en réalité. Donc il faut bien faire attention à ça, et surtout que même si, imaginons que c'est un boîtier qui a la faille, qu'on le change par une nouvelle version qui est plus vulnérable, rien n'a empêché l'attaquant de se propager dans les sites, trouver un autre canal de communication pour avoir la commande sur votre SI en fait. Donc même si vous changez le boîtier après, à terme, si vous avez été compromis, potentiellement l'attaquant a toujours la main, et il passera même plus par le boîtier qui était vulnérable à l'origine en fait. Donc quand vous savez que vous avez un service qui a été exposé avec une vulnérabilité et qu'il y avait un exploit qui était connu ou qu'il y avait des campagnes, mieux vaut vérifier tout le SI que vous n'avez pas été compromis nulle part en fait. Voilà. Donc après c'est important d'avoir des logs pour faire ça aussi. Je te laisse passer. Du coup après il y a un autre petit service qu'on a mis en place aussi qui envoie des mails par rapport à des alertes quand on détecte que votre système d'information est utilisé par un attaquant comme rebond en fait. Donc ça peut être soit parce que c'est du phishing, soit parce que vous êtes fait pirater votre SSH et que quelqu'un rebondit à travers votre SSH vers Internet pour attaquer d'autres cibles. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'on utilise la base de connaissances sur les adresses IP des structures de santé comme premier élément, et on le compare avec une base sur des IP malveillantes. Donc on a généré à travers différentes listes, donc ça peut être c'est Firewall qui agrège déjà plusieurs listes d'IP malveillantes, les informations qu'on a dans notre MISP à nous, donc on est sur le MISP du Circle aujourd'hui. Donc après il y a le MISP, c'est une plateforme de partage de marqueurs entre différentes communautés. Après on peut avoir des marqueurs de l'ANSI aussi. On a et après d'autres petits éléments à droite à gauche. Donc voilà, le but c'est du coup d'identifier quand une de vos IP apparaît dans cette liste. On considère que potentiellement du coup il y a un problème il y a eu un problème dans votre système qui du coup est devenu attaquant. Donc aujourd'hui on a alerté environ 16 structures à travers ce mécanisme. Donc dans la majorité des cas c'était vraiment des incidents souvent qui étaient déjà connus.
parce que du coup, c'est des fois quand c'est du phishing, bah, vous le savez avant nous-mêmes, des fois. Et parfois, bon, je pense dans des rares cas, il n'était pas connu, mais sinon, dans la majorité des cas, la personne avait quand même identifié le truc. Donc après, ce qui se passe, c'est que nous, on essaye d'aider les structures à investiguer sur le problème et à comprendre un peu plus comment c'est arrivé. Donc voilà, donc le mail typique de ce que vous recevez, c'est ce qu'on voit en copie à droite. Donc avec un titre, une adresse IP, vos appartements est dans une liste noire. Donc généralement, on indique l'adresse IP et on indique la liste noire dans laquelle vous vous situez en fait, qui pourra vous donner plus d'informations potentiellement pour identifier de quoi il s'agit comme problème. Et on vous demande du coup si vous êtes au courant de ce problème. Donc après, on a mis aussi sur GitHub le petit outil qui permet de générer ces listes noires. Bon, ça ne sera pas la même que nous parce que ça dépendra de vos accès. Nous, on a accès à MISP, vous n'aurez pas forcément accès à ce MISP-là, vous aurez peut-être accès à d'autres MISP ou à d'autres informations, vous générez une liste différente de la nôtre. Et le but de ça, c'est pas forcément de faire ce service-là, mais l'outil permet aussi de faire la recherche dans les logs. Donc, c'est un petit outil que vous lancez sur vos logs, par exemple syslog. Il va extraire toutes les adresses IP qu'il y a dans les logs. Et il va vous dire toutes les IP qui sont en liste noire, enfin les lignes de vos fichiers de log où il y a des IP en liste noire. Voilà. Ça peut aider pour Donc, l'investigation. si vous avez des questions, n'hésitez pas, du coup, peut-être à envoyer un message sur l'utilisation de l'outil. On fera Ça fera peut-être une peut-être présentation plus tard, voilà, parce qu'il n'est pas pour un encore prochain. complètement. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter aussi sur cette partie-là. Alors, donc, est-ce que vous avez peut-être des questions sur cette partie déjà? Si vous n'en avez pas, on va poursuivre sur la deuxième partie du webinaire. Bon, donc on poursuit, et puis on verra aussi à la fin si vous avez des questions. Alors du coup, poursuivre. on a créé un petit service qui permet d'auditer la messagerie. Aujourd'hui, qui permet d'auditer les entrées des mails sur la messagerie, voir un peu qu'on risque de recevoir. Donc aujourd'hui, on l'a testé avec 3 structures de santé qui ont généreusement bien voulu participer au test. Donc il peut encore avoir quelques bugs et le but c'est, mais bon, globalement normalement il ne devrait pas y en avoir. Et le but c'est de l'ouvrir à l'ensemble des structures de santé pour que vous puissiez vérifier que votre système n'a pas de risque, ou du moins limiter les risques liés au mail avec des pièces jointes malicieuses ou des liens malicieux en fait. Donc là, on a mis un petit schéma de Emotet, donc il y a un malware qui date de 2014, qui est à la base un malware bancaire qui finalement s'est un peu industrialisé et qui aujourd'hui fait plutôt de la distribution massive de... Enfin, il compromet des systèmes pour distribuer des malwares un peu divers, ça peut être de ransomware ou différents éléments. Donc, mais bon, après le but c'était de montrer le schéma plutôt. Donc c'est généralement souvent le même schéma, c'est un mail qui arrive avec soit un lien dedans, qui redirige vers une pièce jointe qui a un code malicieux qui va être exécuté par l'utilisateur, qui après va télécharger la charge active qui va être soit du ransomware, soit autre chose, selon la campagne. Ou alors on va être sur un mail qui va contenir une pièce jointe malicieuse directement, qui va être lancée par l'utilisateur, qui va télécharger la charge active. Là aussi par rapport à la campagne, ça dépendra de ce qui aura été déterminé. Donc le site qu'on voit en dessous, la Malware Traffic Analysis, c'est un site qui est assez intéressant pour voir, ils maintiennent à jour toutes les campagnes toutes les campagnes courantes en fait, donc ça peut être intéressant de regarder si vous voulez voir un peu qu'est-ce qui se fait en ce moment. Et des fois ça permet même de regarder par rapport à son système, voir si on n'a pas des marqueurs qui font partie de ce site dans ces mails. On s'aperçoit souvent que il y a certaines campagnes qui sont indiquées là-dedans qui arrivent aussi chez nous mais qui sont parfois bloquées. Donc voilà. Donc l'outil, il réalise plusieurs tests. Donc il va vérifier, enfin il va pas vérifier, en fait il va vous envoyer des mails. Et s'ils arrivent jusqu'à vous, en fait, en réalité, c'est que vous avez un risque, vous avez un problème de configuration de votre messagerie. Et si vous avez de la chance, ils n'arriveront jamais, du coup ça veut dire que vous n'avez pas le problème. Donc du coup, ce qu'ils vérifient, c'est qu'ils envoient des courriels avec des pièces jointes dangereuses, donc ça va être des exécutables
des scripts PowerShell, des scripts de différents types, des fichiers avec, qui contiennent des CVE, donc ça peut être du RTF avec des vieilles CVE ou des choses comme ça. Ça peut être aussi de l'Office avec des pièces, avec du macro à l'intérieur, ou des PDF avec du JavaScript ou des fichiers emportés. Après, on peut être aussi sur du courriel qui contient des liens dangereux. Donc là, ça peut être des liens qui amènent soit sur un exploit kit, soit sur du scam, même c'est plus rare, soit sur du phishing, soit vers, comme pour Emotet, soit sur des fichiers directement dangereux. Après, ça va tester aussi l'usurpation d'identité. Donc du coup, là, l'usurpation d'identité, ça va être soit pour faire du phishing, soit pour faire de l'arnaque, pour faire croire qu'on est quelqu'un, donc ça peut être de l'arnaque au président. Et ça peut être aussi pour consolider son scénario suite aux deux attaques d'avant, du coup. Ça, pour mieux faire passer le fichier un peu malicieux ou le lien, on va se faire passer pour quelqu'un à qui ça peut parler. Donc voilà. Je te laisse continuer, s'il te plaît, Manuel. Après, ça va regarder aussi des courriels mal formés. Donc là, le risque, c'est d'exploiter le client de messagerie ou directement la messagerie. C'est assez rare quand même. Mais ça peut arriver, c'est plutôt un truc qui était fait à l'ancienne. L'effet du courriel mal formé, c'est surtout de pouvoir contourner les protections de messagerie, anti-spam, antivirus. Donc arriver à faire envoyer un exé alors que vous avez une politique qui interdit les exés. Donc ça va être une des pratiques pour y arriver. Donc ça marche assez bien et généralement ça passe. Vous verrez de toute façon avec votre messagerie si vous le faites. Courriel avec un contenu à risque. Donc là ça va être principalement quand le JavaScript ça va être plutôt pour cibler du webmail. Donc après il peut y avoir des risques de XSS, tout ce qui peut être lié avec le JavaScript. Les formulaires ça va être un risque potentiellement de phishing, de retransmettre des mots de passe parce qu'il y a une autocomplétition du formulaire qui va transmettre les mots de passe si la personne clique dessus. Ça peut être de générer une action directement sur le webmail à l'utilisateur s'il n'y a pas de token CSRF d'activer sur la plateforme webmail. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Alors après, ce que l'outil ne teste pas, ça va être la partie SMTP si c'est un relais ouvert. Donc on réfléchit à le mettre, mais bon. Normalement, si votre SMTP est en relais ouvert, je pense que vous êtes au courant au bout d'un jour, même pas. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt à le faire. La partie mise à jour des correctifs sur les clients lourds ou sur le webmail ou même sur le serveur de messagerie, ça aujourd'hui on ne gère pas, même si potentiellement à travers les leaks envoyez votre messagerie ou votre client, on pourrait identifier potentiellement sa version et vous indiquer ça, mais bon, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Et le dernier, la partie webmail, donc pour nous aujourd'hui ça c'est compliqué de savoir si vous avez un webmail exposé et si on peut y accéder, donc ça c'est difficile de pouvoir le tester cette partie-là. Donc on ne sait pas si votre webmail va avoir des fonctionnalités de filtrage par rapport à de la GeoIP ou si après derrière vous avez mis des limitations, si votre webmail se fait compromettre, si vous limitez les envois de mail depuis le webmail. Donc cette partie-là, on ne teste pas non plus. Donc après, il y a une petite case qu'on peut cocher dans l'outil qui permet de dire en fait que tout nouveau test, une fois qu'on a fait le test initial, donc voilà, s'il y a des nouveaux tests qu'on vient rajouter nous derrière, si vous cochez cette case, en fait, vous les recevrez. Donc en fait, le but c'est plus de se dire, nous on regarde malware traffic analysis. Si demain on se rend compte qu'il y a une nouvelle technique qui est utilisée pour envoyer des malwares avec un nouveau type de pièce jointe ou je ne sais ou autre chose, on va le rajouter en test dans ce service. Et du coup, si vous avez coché cette case, vous allez le recevoir. Enfin, vous allez le recevoir ou pas le recevoir si vous êtes déjà protégé contre ce truc. Mais au moins, si vous n'êtes pas protégé, vous allez recevoir le mail pour vous dire que ce test il passe chez vous. Donc ça peut être intéressant de recevoir ça. Voilà, donc après, ça à vous de voir si vous voulez le cocher ou pas. Donc là, on va peut-être passer à la démo. À part si Emmanuel, tu as quelque chose à rajouter. Je vais passer à la démo. Alors, non, ouais. Sur l'écran, je vais lancer. Attends, lance pas. Oui, non. Ouais, je vais faire une petite pause. Ouais, merci. Attends, tu peux revenir en avant, ouais. Oui, pardon. C'est fait démo. Hop. Voilà.
Ouais, bon, du coup, vous verrez, on n'a pas pris de risque, on a fait une vidéo. Mais bon, normalement, ça marche sans problème. Du coup, le site, c'est PM Azelep Santé, donc c'est pas un I, c'est un L. C'est fait exprès, c'est parce qu'en fait, on veut éviter de blacklister notre domaine, parce que potentiellement, vos mécanismes de sécurité, qui sont peut-être des fois des boîtes noires, pourraient prendre prendraient de manière un peu légitime notre domaine comme attaquant, et du coup, pourraient nous mettre en liste noire, donc on préfère éviter qu'on puisse plus envoyer de mails à travers notre messagerie légitime. Donc on a utilisé ce domaine-là. Donc le site pour accéder au service c'est c'est https pm@azlepsanté.fr. Donc on vous fournira un login, un mot de passe sur demande. Donc il y en aura un généré pour chaque structure. Je te laisse mettre la suite. Voilà, donc là on arrive sur l'interface du test. Donc là il y a tous les tests qui sont indiqués là en fait, qui vont être réalisés. En bas on met son adresse mail. Et attends, je te laisse dire, je peux mettre alors on met son adresse mail. On coche la case ou pas de. Attends, mets une pause de seconde. On coche la case ou non du coup par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure de recevoir ou non les nouveaux tests après le test initial. Donc voilà, donc là je l'ai coché. Et tu peux remettre play s'il te plaît. Voilà, là ça lance la demande. Donc là en fait il fait plein de tests sur votre domaine, donc ça peut prendre un peu de temps, c'est normal. Parce que déjà il commence à regarder si vous avez du SPF, du DKIM, il regarde pas mal d'éléments sur votre système, si vous avez du TLS au niveau de SMTP. Donc il fait des premières vérifications, il regarde si vous avez des mails sur internet d'utilisateurs par rapport à votre domaine. Voilà, il fait pas mal de petites recherches. Et voilà. Après, ok, tu peux mettre une pause à 2 secondes. Du coup, vous recevez, il y a marqué succès. Donc ça, c'est bon signe. Là, en gros, il vous dit qu'il vous envoie un mail avec depuis ans@azelepsanté.fr et qu'il faudra faudra répondre pour autoriser. Donc, on envoie ça parce qu'en fait, on veut être sûr que c'est bien votre domaine et votre mail que vous utilisez et qu'il n'y a pas de problème. Donc, je te laisse mettre la suite. Ah oui, attendez, je veux juste un truc. Attends, tu peux mettre une pause? Ouais, désolé. Ok. Juste une dernière chose. Reviens. Non, pas besoin. Du coup, s'il y avait une erreur sur la page d'avant, ce qui peut arriver, mais bon, normalement, ça devrait pas arriver, il faut juste nous l'indiquer, puis on essaiera de chercher pourquoi. Et l'autre truc, c'est si vous avez un système de mail anti-robot là, qui fait que quand une personne ne vous a jamais écrit, ça demande un captcha pour pouvoir vous écrire. Là, ça va potentiellement poser problème pour ce type de choses que nous, derrière, tout est automatisé, du coup, on n'a pas une vue sur ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si ce type de système permet de dire que le mail ans@azelep-santé a le droit de passer en direct, même si il n'a pas répondu au captcha, mais ça, aujourd'hui, on l'a pas eu en cas, donc il faudra qu'on voie comment on gère cette problématique. Voilà, je te laisse continuer, du coup. Donc là, on va recevoir le mail. Voilà, on a reçu le mail de demande de valider. Donc là, il demande de valider. Donc il y a un numéro unique dedans pour être sûr que c'est bien vous et que c'est bien vous qui l'avez reçu. Là, il faut répondre. On copie j'autorise DNS, on le colle en haut. Voilà, et on répond. Hop. Du coup, là, il va se passer au moins 5 minutes. Vous allez commencer à recevoir pas mal de mails. Donc, vas-y, tu peux avancer là jusqu'à 5h30, je pense. Vas-y, encore. Vas-y, encore. C'est jusqu'à 5h30 environ. Donc là, il y a environ 170 mails qui sont envoyés à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, il faut attendre en fait, il faut éviter de cliquer sur enfin, faut pas aller sur les validations. Il faut attendre de recevoir, il faut attendre d'avoir le mail fin de test là qu'on voit en bas, marqué rapport fin de test. Une fois qu'on a ce mail-là, en fait, on va pouvoir regarder chaque mail qui a été reçu. Donc là, vous remarquez qu'on a reçu tous les mails quasiment. Donc c'est parce que là, on a mis la boîte en mode open bar là, pour l'effet démo. Mais normalement, j'espère pour vous, vous n'allez pas recevoir tous les mails. Du coup, le but c'est après, non, vas-y, tu peux remettre le truc. Voilà, le but c'est d'ouvrir chacun des tests que vous avez reçus. Là, du coup, on n'utilise pas le rapport pour l'instant. En premier, on ouvre chaque test. On vérifie leur validité. Donc, il y a un lien dans chaque. Donc, on va copier le lien. On voit que là, sur celui-là, on a reçu un test.exe. Donc, on va copier le lien. Voilà. Après, on le met dans le navigateur. Alors, voilà.
là, on arrive sur le site qui explique la fiche de la vulnérabilité 8. Donc ça explique ce que c'est, en gros, que c'est un exe qui est envoyé, qui est transmis, que vous ne devriez pas le recevoir parce que c'est dangereux et que ça peut vous envoyer des malwares. Donc ça explique comment vérifier le bon fonctionnement du test. Donc il y a le hash du test.exe, donc si vous voulez vérifier le hash. Il y a les prérequis, parce que des fois, pour certains tests, il va demander que vous n'ayez pas reçu tel ID, tel numéro de test avant, ou que justement vous en ayez reçu un. Donc il faudra vérifier ça. Et à la fin, il y a comment on corrige le problème en fait. Alors, attends, je te laisse mettre juste un test, juste une pause, excuse-moi. Ouais, du coup, là par exemple pour le test 8, enfin non, vas-y, non, tu peux continuer parce que je crois qu'il y a le test 9 encore, ça va dépiler. Du coup, quand vous recevez le test, bon là on voit qu'il est valide parce qu'on a reçu l'exé, donc là je valide. Si par exemple il n'avait pas été valide parce qu'il n'y avait pas l'exé et que vous avez un webmail et un client lourd, le but c'est de l'ouvrir sur les deux en fait. Si sur le client lourd vous voyez rien, mais si sur le webmail vous voyez qu'il y a l'exé, ce qui peut arriver, surtout sur les fichiers mal formés, vous pouvez, du coup, faudra valider le test faudra valider ce test quand même, parce que le but c'est que s'il arrive sur l'un ou l'autre, même s'il n'arrive pas sur les deux, enfin si sur les deux si sur un des deux il n'est pas lisible, mais que sur un il est quand même lisible, enfin de mon point de vue, le test il est valide parce que si la victime ouvre avec le client qui va bien, bah, potentiellement elle va être impactée. Donc le but c'est que le mail ne puisse pas être, que le test ne soit valide ni sur l'un ni sur l'autre, ni sur le webmail ni sur le client lourd. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Là, je te laisse remettre du coup. Donc voilà, là il indique que le test a été validé. Alors je crois qu'après on va valider le test 9. Bon là du coup on va pas valider tous les tests, hein, parce que le 9 je sais plus ce que c'est. Ouais, sinon avance un peu. Avance un peu parce que je crois que ça valide le 9. Ok, il va valider le 9. C'est pareil, c'est la même fiche après. C'était pas le même test. Là c'était un fichier lien qui est envoyé. Donc après, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a validé tous les tests et qu'on est OK, on va sur le rapport. Voilà. Voilà. Et là, on voit déjà les tests qu'on a validés qui sont cochés en fait. Si on veut d'autres, si on s'aperçoit qu'il y avait des tests qu'on s'est trompé, on peut les décocher ou on peut en cocher d'autres. Et à la fin, on valide. Du coup, il y en a 74 tests aujourd'hui. Du coup, on valide le truc et on reçoit le rapport sur le côté en PDF. Voilà, donc il se présente comme ça, il y a une table de matière. L'introduction, en gros, c'est qui a demandé le test, à quelle heure, quel IP, le nombre de tests qui a été envoyé. La deuxième partie, c'est sur les informations qu'on a pu obtenir. La partie qui est un peu longue, là, quand on demande le test. Donc là, il y a le démarque, savoir s'il y a du start TLS, savoir s'il y a du SPF, savoir s'il y a du DKIM, et les versions qui ont pu leaker. Des informations potentiellement sur votre serveur qui ont pu leaker, si c'est du Exchange ou d'autres choses comme ça. Voilà. Après, on arrive sur le rapport global avec les vulnérabilités. Donc là, il y aura toutes les vulnérabilités avec leur état. Et vous pouvez cliquer directement sur 8 ou 9, enfin sur les ID, et du coup, vous atterrirez sur la fiche qui va bien, qui est en dessous, avec toutes les informations sur de quoi il s'agit, sur comment s'en prémunir et comment en corriger. Donc si vraiment vous vous rendez compte qu'il peut y avoir des tests que vous avez du mal à comprendre, il ne faut pas hésiter à venir vers nous pour qu'on puisse vous expliquer mieux de quoi il s'agit. Et éventuellement, ce qui peut arriver aussi, c'est que vous ayez une protection, ce que je disais tout à l'heure, qui est une protection pour ne pas recevoir les exécutables, par exemple, mais que vous les recevez quand même à travers une malformation du multipart ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, c'est possible qu'il faille faire une CVE au niveau de votre produit de protection, que ça soit Proofpoint ou autre chose, quoi. Ce qu'on a déjà fait, donc si vous avez besoin de l'aide pour faire ça, on peut vous assister. Et voilà, et du coup, ouais, je crois que j'ai fait le Oui, tour.